en 2021. Merci Kevin d'avoir accepté d'être parmi nous aujourd'hui. Alors Kevin, tu étais un des jurés pour le prix d'innovation responsable de la France Foundation l'année dernière. Donc, merci encore d'avoir participé. Et puis, à part juré du prix d'innovation responsable pour la France Foundation, tu fais plein de choses. Tu es le cofondateur du rassemblement Impact Change Now, et c'est à ce titre qu'on t'a invité aujourd'hui parce que Change Now est un rassemblement qui a pris énormément d'ampleur ces dernières années et qui est passionnant et inspirant. Mais tu n'as pas fait que ça. Tu as commencé à travailler, je crois, en Inde, à Bombay, où tu as créé une plateforme d'éducation culturelle qui s'adressait aux plus démunis. Donc ça, c'est le début de ta vie professionnelle. Et puis après, tu es rentré en Europe, tu t'es intéressé à la vague tech à la fin des années 2000, ce qui t'a fait réfléchir à tout ce qui est entreprise à mission et comment, ce que tu nous expliquais, comment on arrive à faire se rencontrer finalement l'économie et l'impact positif pour le changement positif. Voilà, et voilà, donc on aimerait en savoir un petit peu plus, en particulier donc, sur cette expérience de Change Now, mais sur ton parcours également. Merci Luce pour ce résumé et Amélie pour cette invitation. En tout cas, je suis ravi d'être avec vous. J'espère que vous m'entendez bien. Euh, et, euh, et en tout cas, ravi de passer ce vendredi matin ensemble et puis vous raconter un petit peu effectivement comment on a monté Change Now. Je vais vous raconter un peu effectivement comment est-ce qu'on en est arrivé là et ce qui s'est passé et comment aujourd'hui on est en train de préparer la 4e édition du sommet qui aura lieu dans quelques mois. Et c'est vrai que la croissance a été très rapide, mais avant cela, effectivement, peut-être juste pour compléter avec ce que tu disais, Luce, sur mon parcours, c'est vrai que moi, la grande question un peu qui m'a animé en sortant d'école, hein, j'ai fait une école de commerce comme beaucoup de professionnels en France, et une question qui m'animait était quel était moi mon driver en fait personnel, qu'est-ce qui me motivait à me lever le matin et à quoi est-ce que je fonctionnais, est-ce que voilà. Enfin, c'est- et en fait cette question-là, j'ai mis quelques années avant de commencer à comprendre effectivement à quoi je fonctionnais parce qu'on ne le sait pas forcément quand on a 24 ans et qu'on sort d'école et on n'a pas été très connecté au monde professionnel. On a beaucoup d'idéaux, beaucoup de rêves, et puis ceux-ci viennent se heurter à la réalité du monde du travail assez rapidement. Donc c'est vrai que j'ai commencé dans le conseil chez Capgemini pendant quelques années, et puis je leur ai assez rapidement demandé de m'envoyer en Asie, en Inde, parce que j'avais envie de découvrir ce continent et notamment ce pays qui est l'Inde. Et assez rapidement, je me suis demandé voilà, puisque j'étais à Bombay et j'avais une fonction assez similaire à celle que je pouvais avoir, j'aurais pu avoir à Paris. Je me suis demandé qu'est-ce que moi, en tant qu'individu, avec mon éducation et mon background, je pourrais apporter aussi localement. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à, euh, à l'éducation de manière générale à Bombay, et je me suis aperçu effectivement qu'il y avait un manque sur le sujet de la culture. Et c'est comme ça que j'en suis venu finalement à quitter mes fonctions dans le conseil et à lancer une structure, ma première expérience dans l'entrepreneuriat social, où j'ai été effectivement en lien. Je travaillais dans des lieux très, très défavorisés, euh, dans des slums, dans des orphelinats, dans des hôpitaux. Et j'ai commencé ça a été mon premier contact avec ce qu'on appelle la levée de fonds finalement, parce que je passais mon temps finalement à aller chercher des moyens auprès de grands groupes, auprès de fondations, auprès de banques, pour justement donner corps à ces idées et à ces programmes. Et j'ai monté ça d'ailleurs avec ma sœur, qui est une artiste professionnelle dans l'art-thérapie. Et ça a été une très, très belle expérience. Mais c'est vrai que euh, malheureusement, en fait, on va dire ce qui était très riche, c'est que on a eu un impact assez fort sur beaucoup de vies, de familles notamment. Et le matin, on avait un petit. Enfin, c'est vrai que c'était très. Euh,
c'était assez fort en fait de voir l'impact qu'on avait sur les vies de ces personnes. Mais en même temps, à côté de cela, j'avais aussi du mal à payer mes factures à la fin du mois. Et donc, j'ai dû aussi, par vœu faire face aussi à la réalité qui était que c'était une structure qui fonctionnait, mais qui n'était pas, qui était difficilement scalable, entre guillemets, et qui pouvait difficilement faire vivre en tout cas une équipe d'une dizaine de personnes qui était pourtant nécessaire pour mener bien ce projet. Donc, on avait du mal effectivement à tous en vivre. Donc, j'ai quitté en fait mes fonctions dans cette entreprise. Je suis rentré en Europe. Mais cette entreprise, par contre, a continué et existe toujours plus de 10 ans plus tard à Bombay. Et elle a une très, très belle réputation et elle a impacté des milliers de vies à Bombay et maintenant aussi à Delhi et dans d'autres villes. Donc, très fier de voir comment ça a évolué. Mais c'est vrai que j'ai dû aussi évoluer moi dans mon parcours. Et à ce moment-là, effectivement, avec cette sorte de frustration de me dire, bon, en fait, je me suis démené pendant des mois, mais c'était très. Voilà, je peinais à donner vraiment des moyens à ce que je faisais. Et à l'inverse, on voyait qu'en fin des années 2000, on est dans cette vague tech qui explose. Évidemment aux États-Unis depuis même bien au-delà, les années 90, voire même 80, et en Europe, un certain nombre de grandes sociétés basées sur des modèles américains, des Groupon et d'autres qui explosent aussi en Europe et qui font beaucoup de bruit parce qu'elles ont des modèles à l'inverse extrêmement scalables. Avec un produit, on est capable d'avoir avec une plateforme digitale, on est capable d'impacter, en tout cas de travailler avec des centaines, des milliers de clients, de partenaires, voire infini. Et du jour au lendemain, on se rappelle du succès de Groupon, c'est en 6 mois à peine, ils avaient plus de 80 000 clients. C'était assez invraisemblable. Et la boîte a été cotée en 2 ans. Enfin, voilà, on avait cette vague qui est arrivée en Europe. Donc, je me suis beaucoup intéressé à ce sujet, à cet écosystème de la tech qui était en pleine effervescence, avec beaucoup de fonds, beaucoup de moyens, des grands événements qui ont commencé à se monter. Je pense évidemment d'abord au Web Summit qui était en Irlande et puis qui aujourd'hui est au Portugal, qui est aussi un des premiers grands événements dans la tech. Avant Vivatech, qui a lui été créé en 2017. Et on voit en tout cas un écosystème très riche qui est basé sur en fait, ce narratif commun qui est celui de je peux monter une société, une start-up très rapidement et en fait, potentiellement, mon produit peut être visible dans les 5 continents en très peu de mois. Et notamment derrière cela, ce mythe un peu de la Silicon Valley, les Steve Jobs, les Zuckerberg, les Facebook et autres sociétés qui ont inspiré des générations entières de jeunes entrepreneurs, jeunes étudiants, jeunes professionnels et moins jeunes à monter une boîte dans le digital. Et donc, c'est comme ça, effectivement, que moi, j'ai passé quelques années dans cet écosystème et qui m'a inspiré derrière la création de Changnar. Mais ça, c'est quelques années plus tard. Et donc, je peux vous partager quelques slides si ça vous dit. En fait, on va arriver à une année qui est assez… je ne sais pas si vous voyez mon écran. Oui. Je suis effectivement au début des années 2010, donc après plusieurs années dans cet écosystème, j'ai décidé de faire un MBA pendant une année de formation à l'INSEAD. C'est là où j'ai rencontré mes associés d'aujourd'hui, Santiago et Rose. Et on est en 2014-2015. Et en 2015, ce qui est intéressant, c'est que c'est une année assez marquante, puisqu'on a, comme vous le savez, la COP à Paris, qui marque vraiment, c'est le début d'une nouvelle ère, en tout cas dans l'action gouvernementale. Je suis désolé si vous entendez mon fils derrière. Qui marque le début j'ai un fils de 13 mois et malheureusement, c'est pas toujours évident. Mais on va quand même y arriver. Allez, vas-y.
Et j'espère qu'il va me permettre de finir. Mais il est très mignon. Et donc, en 2015, en fait, c'est une année où les États se mettent d'accord pour la première fois sur une ambition très forte qui est celle d'aller chercher la neutralité carbone d'ici 2050 en Europe et dans le reste du monde. Et c'est la première fois aussi qu'on accepte l'idée que les pays en développé ne doivent pas être les seuls contributeurs sur les efforts vis-à-vis des sujets climatiques. Au contraire, en fait, ça doit être un effort qui est partagé par tous, également par les pays en développement. Et donc, on émet, en tout cas, la thèse que le développement économique, on ne doit pas passer par d'abord un développement économique avant de se soucier de ces sujets. Au contraire, il peut y avoir un développement économique qui se fait de manière aussi responsable et qui met ces sujets au cœur de son développement. Et donc, à l'issue de ces accords, cette vision très forte qui est de dire d'ici 2050, on aura des économies et des sociétés qui sont neutres en carbone. Bon, c'est une vision très forte. Maintenant, il s'agit de le mettre en place. Et donc là-dessus, il va y avoir un travail pendant les 35 années qui suivent pour justement mettre en parallèle les efforts sur le plan législatif, gouvernemental, mais également des sphères privées et publiques. Et donc, l'enjeu va être justement d'orchestrer cette évolution de nos sociétés et de l'impact qu'on a notamment sur des sujets du climat, mais également la biodiversité et les enjeux sociaux qui en découlent et d'autres grands enjeux, évidemment, dont on parle, dont on connaît tous l'importance. Et donc voilà, donc en tout cas en 2015, on a ce début, en fait, cette forte ambition côté gouvernemental. Et en parallèle de cela, on sent qu'on a aussi un début de mobilisation citoyenne, en tout cas une prise de conscience, portée notamment cette prise de conscience par des films comme Demain, qui ont beaucoup marqué. Qui ont beaucoup marqué les esprits. On sent en tout cas qu'on a un début d'envie côté consommateur aussi de mieux vivre, mieux consommer, changer aussi notre rapport aux biens, aux services. Mais bon, on a ce début en tout cas de prise de conscience généralisée. On sait qu'on a des discours sur le sujet portés évidemment par les groupes écolos qui portent l'écologie depuis une trentaine d'années. Maintenant, c'est vrai qu'on a peiné à atteindre le plus grand nombre d'entre nous. Et 2015, on sent que c'est une année qui est assez marquante à ce sujet-là. Le problème qu'on voit, c'est que par contre, voilà, on sent un début de mouvement sur côté citoyen et côté gouvernemental. Maintenant, qu'en est-il des entreprises? Et en fait, quand on regarde l'histoire de tous les grands changements de paradigme qui ont été notamment portés par les révolutions industrielles, on se rend compte que ces révolutions, elles ont été portées par les entreprises. Et donc, en fait, si on doit mener une véritable transition, on peut parler de révolution, en tout cas transition sociétale, sociale, environnementale, eh bien, celle-ci ne pourra pas se faire sans le leadership des entreprises. Et donc, ce qu'on constate, nous, en 2015, à cette époque-là, c'est qu'il manque encore, on va dire, un écosystème fort de l'innovation dans ce qu'on appelle l'impact. C'est cette idée de trouver des solutions très concrètes aux grands enjeux du XXIe siècle. Et on parle notamment des grands enjeux de l'ONU, autour de la pauvreté, autour de l'éducation, autour du changement climatique et du crack de la biodiversité et d'autres grands sujets, d'autres grands thèmes. Les entreprises, dans cette quête, ont un rôle majeur. Et en fait, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, elles ne sont pas organisées à ce moment-là. Il n'y a pas encore un mouvement très fort et un écosystème qui, en tout cas, qui est encore assez naissant. Pourtant, il existe à ce moment-là des entreprises, des solutions, des entrepreneurs très visionnaires qui ont
ont pour but justement de trouver des modèles qui sont pérennes et qui s'adressent justement à la résolution de l'un de ces grands enjeux. Donc, à l'époque, on a un jeune garçon néerlandais qui fait beaucoup de bruit, qui est Brian Slat, qui à 17 ans a eu cette idée folle de nettoyer les océans avec des bateaux, entre guillemets, poubelles, en fait, qui ramassent les plastiques. Donc, son idée a évolué beaucoup depuis. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il travaille essentiellement dans il va récupérer le plastique, le collecter directement dans les rivières. Et donc, c'est un garçon qui a fait plus de 30 millions de vues sur TED avec sa conférence, qui a levé beaucoup d'argent et en tout cas, qui a eu on va dire un impact assez important parce qu'il a vraiment permis aussi d'accélérer cette prise de conscience sur ces enjeux, tant son entreprise, son projet était fou et a été médiatisé. Mais ce qu'on constate, c'est que des entrepreneurs comme lui, il y en a beaucoup et peu réussissent en fait à avoir ce succès et en tout cas cet accès à la médiatisation, cet accès à l'investissement, cet accès aux ressources, aux partenaires, des rencontres avec des enfants. En tout cas, peu réussissent à sortir un peu d'un niveau, on va dire, d'action plutôt local. Pourquoi ? Parce que, comme je le disais avant, je parlais d'écosystème. On n'a pas un écosystème dans l'impact qui est fort. Et quand on parle d'écosystème, on parle de trois vraiment catégories d'acteurs. On parle de l'innovation, donc portée par soit des entrepreneurs ou en tout cas des personnes, des scientifiques, en tout cas des acteurs qui ont une idée et qui ont une innovation qui va venir justement bouleverser une industrie et l'améliorer. On a de l'autre côté des personnes qui ont du capital, donc l'investissement, qui est celui des fonds d'investissement, des fonds institutionnels, mais également des grands groupes et d'autres acteurs qui ont des moyens à disposition. Et la troisième catégorie de gens qui vraiment font la richesse d'un écosystème, ce sont les personnes qui ont un savoir-faire, une expertise, le know-how, entre guillemets. Et donc, en fait, la richesse d'un écosystème, elle est basée sur l'intersection entre ces trois catégories d'acteurs, les innovateurs, les investisseurs et les personnes qui ont de l'expertise. Et c'est en les regroupant, ces trois cercles, et en permettant à chacun d'entre eux de grandir, qu'on va avoir un écosystème qui va être fort. Et donc, nous, notre constat est de dire que celui de l'impact, en tout cas, qui vise à s'adresser à l'un des grands enjeux sociétaux et environnementaux par justement l'innovation et en tout cas le monde du business, cet écosystème-là, aujourd'hui, en 2015, il a besoin de renfort. Et en fait, nous, ce qu'on constate à ce moment-là, c'est qu'en France, on parle d'économie sociale et solidaire, on peut parler, en Angleterre, on parle de social impact. On sent qu'il y a une image qui doit être un petit peu, qui doit évoluer, parce que jusqu'à présent, on avait deux mondes en fait qui peinaient à se rencontrer, qui était celui des grandes ONG, celui des grandes fondations, des entreprises sociales, qui étaient vues par la sphère business, on va dire, comme parfois comme des entreprises un petit peu, des initiatives, on va dire, un peu rêveuses, si vous me permettez, un peu sur 68 heures, en tout cas des idées préconçues et qui empêchaient vraiment à la collaboration, et de l'autre côté, des grandes ONG, en tout cas des acteurs de la philanthropie qui aussi peinent aussi ont des difficultés à collaborer avec le monde du business, qui est lui en fait tagué de tous les maux et qui est responsable effectivement de tous les travers de nos sociétés, le capitalisme avec ses travers. Donc en fait, ce qu'on pressent à ce moment-là, et je pense que l'histoire aujourd'hui va dans ce sens, c'est qu'il manque une sorte de juste milieu entre ces deux mondes, qui est celui de la sphère du business et celui, on va dire, de l'environnement un peu plus social, philanthropique, et de grandes organisations qui visent justement à aider et à trouver des solutions à ces grands enjeux. C'est une sorte de voie du milieu qui est celle de l'entreprise à mission, ou en tout cas l'entreprise
qui va mettre au cœur de ses statuts et de sa mission, non pas l'objectif de maximiser le profit et, maximiser le retour sur investissement pour les actionnaires, mais qui va mettre tous ses efforts et ses ressources à dessein de résoudre une problématique. Et en fait, le moyen pour y arriver, effectivement, va être la croissance du business avec un modèle économique qui est pérenne, mais cette croissance économique est un moyen pour arriver à résoudre ce grand enjeu qui reste la finalité de cette société. Et donc, on s'est beaucoup inspiré d'un écosystème, comme je le disais un peu plus tôt, avant de lancer Changenar, qui est celui de la tech, qui, comme je le disais, en fait, a vraiment explosé ces dernières années, cette vingtaine, enfin en tout cas les 20 dernières années, sur ce narratif commun qui était celui voilà, de cette start-up Apple qui s'est fondée dans un garage, ce grand sommet à Las Vegas, le CES, qui existe depuis plus d'une quarantaine d'années, des films comme le Social Network, voilà, qui racontent l'histoire de ces jeunes entrepreneurs un peu fous et qui aujourd'hui, on l'a vu encore dans l'actualité cette semaine, hein, avec Zuckerberg et Trump la semaine dernière. Bon, en tout cas, on voit des histoires qui sont marquantes et qui vont inspirer toute une génération de jeunes et moins jeunes. Et donc, nous, l'idée était de dire comment est-ce qu'on crée un nouveau narratif commun autour de l'impact et comment est-ce qu'on contribue justement à créer des récits qui vont justement fasciner et qui vont faire que les prochaines générations, elles vont, plutôt que d'aller rêver de la Silicon Valley, elles vont plutôt rêver de la manière dont elles vont changer et impacter positivement le monde. Et c'était ça un peu la vision derrière Changenar. Comment est-ce qu'on va changer un peu on va passer dans un nouveau paradigme qui met au cœur de voilà, en tout cas qui met le sens au cœur de tout. Le sens derrière toutes nos missions, le sens derrière nos actions, le sens derrière de toutes les sociétés qui sont montées, vraiment une profondeur et un but sociétal derrière. Et donc en 2017, tout début de l'année, donc c'est Rosemée, Santiago et donc moi-même on s'est rassemblés autour de cette vision. Santiago et moi, on s'était rencontrés à l'INSEAD plusieurs années avant. Santiago et Rose s'étaient rencontrés à l'EM Lyon une dizaine d'années auparavant. Ce qui est assez drôle, c'est qu'aucun de nous n'avait jamais fait d'événement. Vous ne travailliez pas dans l'événementiel. On s'est lancé dans le truc et on s'est dit, en fait, on va faire un… Pardon ? Tu es un homme de réseau. Quand tu étais à Bombay, tu as activé tes réseaux pour le bien de ta cause. Donc là, c'est un peu le même job en plus sur un autre sujet, tu vois. Bien sûr. Voilà, c'est vrai qu'on avait chacun des parcours différents. Santiago, lui, avait fait de la magie avant, donc il était passionné par le pouvoir justement en tout cas par la scène, les spectacles, et comment est-ce que aussi on pouvait fasciner et créer des expériences assez uniques qui marquaient les esprits. Et je pense que ça l'a aussi beaucoup influencé. Il a été très marqué aussi par l'histoire de Disney aussi, qui est aussi si vous avez lu le livre du fondateur de Disney, en tout cas si vous ne l'avez pas lu, je le recommande, c'est une formidable histoire. Et Rose, elle avait été, à part son expérience d'amateur dans la magie, Santiago avait aussi navigué dans l'univers de la tech et dans la finance auparavant. Et Rosemée avait été beaucoup en lien avec l'univers du marketing dans l'industrie pharmaceutique. Et donc, comme vous le voyez, aucun de nous n'avait vraiment été organisateur de grands événements, mais pourtant on s'est dit allez, pourquoi pas. Je pense qu'il faut qu'on en fait on va aller chercher ces entrepreneurs qui existent aujourd'hui, qui sont très inspirants, qui ont des solutions concrètes qui existent justement pour s'attaquer à ces grands enjeux.
on va les rassembler dans une salle, dans un endroit assez marquant, assez symbolique, plutôt que d'aller nous mettre dans un lieu alternatif loin. Au contraire, on va faire de ce sujet un sujet central et incontournable. Et puis nous, notre boulot, en fait, à tous les trois, ça va être d'aller chercher tous les acteurs qui ont des moyens, des ressources pour permettre à ces porteurs de solutions de grandir et de passer à l'échelle. Donc, des médias, faire venir des médias, des investisseurs, d'autres grandes entreprises qui ont aussi des ressources, des maires, des villes, des talents, et on va créer une sorte de grand rassemblement, et on va mettre en lien justement ces acteurs avec ces porteurs de solutions qu'on aura été chercher aux quatre coins de la planète, qui ont un grand potentiel, mais qui ont besoin de ressources et de moyens. C'est comme ça qu'est née cette idée de Change Now. Et donc, on a démarré en septembre 2017. On a eu le premier événement, qui était, pour la petite histoire, le premier événement à avoir lieu à Station F. Donc là-dessus, c'est vrai qu'on a bénéficié de l'actualité. Je pense que la moitié des personnes sont venues parce qu'ils n'étaient jamais venus à Station F, plus que pour l'événement, mais à un moment donné, voilà, faut trouver des raccourcis. On était en 2017 encore un petit peu en avance de phase, je pense. C'était encore un sujet qui était complètement qui était mature d'un point de vue médiatique. Donc, on avait encore besoin de convaincre. Et c'est vrai qu'on l'a, en allant dans ce lieu qui était Station F, je pense que ça a eu un bel impact, parce qu'on a lié ce thème du changement environnemental et social avec un écosystème très dynamique qui est celui de la tech. Et en mélangeant un peu ces deux mondes, c'est vrai que ça a permis justement de créer une première édition qui a été, en tout cas pour une première édition, assez remarquée. Vous voyez là, c'est le tout début, que c'était à l'entrée. Vous voyez nos premiers partenaires. Aussi, pour la petite histoire, ce qui est très drôle, c'est qu'à 2 mois de l'événement, on n'avait aucun partenaire, zéro sponsor. Donc l'événement n'a failli pas se tenir. On a eu, parce que voilà, il y avait aussi des doutes sur la valeur qu'on apportait à ce moment-là. Il existait des événements, on va dire, dans le domaine, qui étaient, on va dire, plutôt dédiés à une audience de professionnels, notamment de professionnels de la RSE, hein, ce qui est normal. Et ce que peu de gens arrivaient à percevoir, c'est que la différence de China, c'était que c'était un événement qui s'adressait à tous, et qui ouvrait vraiment ces sujets, non pas simplement aux professionnels, mais également au grand public, et donc qui avait pour but vraiment de démocratiser et de rendre ce sujet accessible à tous. Parce que je pense que ce qui a manqué jusqu'à présent, c'était comment est-ce qu'on fait le lien entre la prise de conscience qu'on a des enjeux qui sont d'une taille colossale, et que quelque part il y a des travers dans nos sociétés dont on ne peut plus passer à côté. Et une fois qu'on a pris conscience de cela, comment est-ce qu'on passe à l'action? Moi, en tant que citoyen, moi, en tant que professionnel, comment est-ce que je peux jouer ma part du gâteau? Comment est-ce que je peux jouer mon rôle de colibri à ma propre échelle? Et en fait, c'est, je pense, cela que l'on fait à Challenger, c'est on va inspirer, on va montrer qu'en fait, on est tous acteurs du changement à notre propre niveau, que ce soit dans les choix que l'on fait en tant que consommateur, que ce soit dans la manière dont on mène nos vies chez nous, mais également dans nos vies professionnelles. On n'a pas besoin de monter une fondation ou une entreprise engagée pour avoir un impact. Voilà, on est tous des acteurs du changement, et je pense que c'est en cela qu'on a eu, je pense, une action qui était intéressante, qui était de créer en fait un univers qui durait 2 jours, 3 jours, dans lequel en fait on est entouré en fait de personnes qui changent le monde, et on se dit mais en fait c'est possible, on ne peut pas passer à côté, et aussi on a envie de le faire. Et donc cette première édition, on était à peu près 2000 personnes sur 2 jours. Vous le voyez, on avait une quarantaine de sociétés qu'on avait été chercher d'une cinquantaine de pays. Non, une cinquantaine de sociétés venant d'une quarantaine de pays, pardon, parce que sinon c'est un peu dur. Ça restait quand même plutôt niche, et un événement issu du bouche à oreille.
vous voyez l'équipe, on était 9 personnes. Je n'avais jamais fait d'événement, à part Christophe au milieu qui était notre responsable de production, mais sinon, tous des novices. Et puis l'année suivante, donc deuxième année, en septembre 2018, toujours à Station F. Là, après une première édition qui a été remarquée, on a eu près de 5000 personnes qui sont venues à cette deuxième édition. Et là, on a fait salle comble à Station F. On a eu de nombreuses personnes qui sont venues nous voir en nous disant écoute, moi je suis venu, je t'avoue, je suis venu parce que c'était l'ouverture de la Felicita et j'avais envie aussi de découvrir l'endroit et je m'attendais à rien. Et je suis venu vraiment sans aucune attente à cet événement et je suis reparti. En fait, ça m'a ouvert les yeux. Ça m'a ouvert les yeux, j'ai fait des rencontres absolument incroyables, ça m'a bouleversé. Et on a eu un grand nombre de personnes qui nous ont dit qu'à la suite de l'événement, ils avaient décidé de changer de carrière. Et ça, c'était, pour nous, c'était simplement la validation que ce qu'on faisait avait du sens et qu'on répondait vraiment à un manque, à un besoin. Plus que de prise de conscience, c'était vraiment le passage à l'action. Et ça nous a conforté dans l'idée qu'il fallait qu'on aille encore plus loin dans cette ambition, puisqu'on était effectivement un événement de jour, 5000 personnes, c'est chouette, mais ça peut aller encore plus loin. Et je vous montre quelques autres photos. Et voilà, et là, on a rassemblé plus de 300 porteurs de solutions qui exposaient. On a eu près de 250 personnes qui ont parlé qui ont été mis sur scène, puisque notre rôle c'était aussi de les mettre sur scène, les starifier et de les mettre vraiment au contact de tous ces acteurs dont je parlais, investisseurs, médias et autres. Et c'est vrai qu'il y a eu de très très belles collaborations qui ont eu lieu issues de cet événement. Et donc c'est là où on s'est dit bon, allez, l'année prochaine pour la 3e édition, voyons encore plus grand. Et donc c'était le Grand Palais. Voilà, c'était Grand Palais. Donc là, c'est l'équipe en 2018, vous voyez, qui a grandi un petit peu. Beaucoup de volontaires, beaucoup de personnes qui ont des fonctions et qui nous aidaient soir et week-end. Et puis, un mois plus tard, on est en octobre 2018, je rentre de lune de miel. Premier rendez-vous avec les équipes du Grand Palais. Donc ça, c'est une photo qui a été prise la veille du sommet de janvier dernier. Mais voilà, on a un rendez-vous avec les équipes du Grand Palais et on se demande en fait qu'est-ce que ça va donner, parce que c'est vrai que le Grand Palais est un lieu qui nous faisait rêver depuis le tout début, la jeunesse de Tchénar. On s'était dit que ce serait pour une année 5 ou une année 7 ou une année 10 si on avait de la chance. Et en fait, après la 2e édition, on a eu ce rendez-vous avec eux. Il se trouve qu'il y avait une envie mutuelle de créer un grand événement sur le sujet dans ces locaux. Et en fait, à la fin du rendez-vous, on avait des dates, fin janvier 2020, ce qui était assez unique parce que les équipes de la RMN travaillent la réunion des musées nationaux donc, qui gèrent le Grand Palais ne travaillent qu'avec des grandes agences, évidemment, événementielles. Donc nous, jeunes entrepreneurs qui n'avaient jamais fait d'événements avant et qui n'avaient même pas d'entreprise, une entreprise qui avait été fondée quelques mois avant, c'est vrai qu'on faisait si vous me pardonnez l'expression, on faisait un peu tâche un peu dans l'univers de partenaires du Grand Palais. Mais en fait, ce qui a été fou, c'est qu'il y a eu un vrai coup de cœur mutuel. Et en fait, ils nous ont fait confiance. Et en fait, ils nous ont donné les dates. Donc, c'était celle de janvier 2020. On avait 14 mois pour préparer cette 3e édition. Et ça n'a pas été simple parce qu'on est passé d'un événement dont le budget était de quelques centaines de milliers d'euros à un budget de plusieurs millions d'euros. Il fallait réussir à convaincre et il se trouve que 2019 a été une année qui a été marquée, comme on le sait, par des mouvements médiatiques. Greta Thunberg qui a évidemment qui a eu énormément d'impact, les grandes vagues de chaleur, d'autres sujets, le One Planet Summit porté par Macron et d'autres grands sujets d'actualité qui ont fait que en tout cas le sujet est passé vraiment en haut de la pile, en tout cas pour un grand nombre d'acteurs privés et publics. Et c'est ce qui fait que
En janvier 2020, on a réussi à rassembler 30 000 personnes. Là, on voit sur scène, là, c'est Nicolas Hulot. Il y a plus de 1000 personnes qui sont en train de regarder son intervention pendant le séminaire. Ça a été un moment assez fort. Voilà, on a un vrai passage à l'échelle aussi pour nous, voilà, avec 30 000 personnes qui viennent pendant 3 jours, 1000 solutions qui sont présentées, qui viennent de 100 pays. On a fait plus de 300 partenariats avec des grandes organisations comme la Fondation Solar Impulse, les Ashoka, les Cleantech Open et d'autres voilà, grands acteurs. Et plus de 400 speakers, voilà, et plus de 10 000 connexions B2B qui ont été réalisées. Et ça a été. Enfin, c'est difficile de résumer en quelques mots ce qui s'est passé. Je pense que, enfin, en tout cas, vous y étiez, mais l'énergie, en fait, voilà, l'énergie était assez unique. Et malgré le passage à l'échelle, on a réussi à garder ce côté vraiment, cette énergie, voilà, que vous ressentez quand vous êtes là-bas, où vous êtes entouré de personnes qui agissent ou qui ont envie d'agir. Et il y a une sorte de bienveillance commune, collective et une énergie qui est partagée, qui est assez folle. Et on l'a tous ressenti. Et voilà, enfin, à la fin du sommet, c'est vrai que tous les entrepreneurs qui étaient présentés ont eu, en moyenne, ils avaient des centaines de nouvelles connexions qui avaient été réalisées pendant ces 3 jours. Et pour eux-mêmes, c'était assez incroyable de se dire qu'en fait, ils n'étaient pas seuls dans leur action. Il y avait des centaines d'autres personnes comme eux qui bougeaient, qui œuvraient pour changer les lignes dans leur propre secteur d'activité et dans leur domaine. Et qu'en fait, ils étaient. En fait, il y avait un écosystème qui était fort, et il y avait un collectif qui était là. Et en fait, je pense que c'était un énorme boost pour eux et également pour l'audience qui découvrait aussi ce sommet. Oui. Et enfin, voilà, je Ouais, non, crois mais qu'Amélie, vous étiez là. c'est tout à fait vrai. Une anecdote que je te racontais l'autre jour, il y avait cette arche Welcome Heroes of Change voilà, qui nous attendait quand on arrivait et tout le monde tout le monde se prenait en photo, en selfie devant pour partager sur les réseaux, sur LinkedIn en particulier. Et je trouvais que c'était vraiment ça et on se sentait accueillis, qu'on soit petit entrepreneur freelance, voilà, ou appartenant à une grande entreprise venant chercher des solutions, l'inspiration, etc. Et donc, je pense que vraiment tout le monde s'est senti inclus dans ce rassemblement. Et aussi, moi, ce que je voulais souligner, c'était la richesse des interventions. Hein. Il y avait plusieurs stages, donc plusieurs interventions à la fois. Parfois, c'était un peu compliqué de se dire à quelle intervention est-ce que je vais assister parce que je veux toutes les voir. Bon, heureusement, après, vous avez mis en ligne les interventions, donc on a pu les regarder en particulier pendant le confinement. Ça, c'était super parce que c'était entre guillemets, c'est tombé au bon moment. Et d'ailleurs, donc sur les interventions, bon, vous avez vous rassemblez des gens d'univers différents qui sont tous très inspirants. Mais comment on crée en fait finalement cette équipe d'intervenants? Comment est-ce qu'on arrive à obtenir de faire parler des stars hein, d'une certaine façon? Comment ça se passe ça? Je ne sais pas s'il y a une règle à cela. Je pense que c'est un mouvement, en fait. C'est une sorte je pense que vous l'avez vu, le timing a été assez important et je pense que on est en janvier 2020 à un moment où on ne peut pas passer à côté du sujet. Et donc, il y a un vrai mouvement, euh, une vraie intention de tous, en tout cas, d'être acteur à sa propre manière. Et on sait qu'en tout cas, si on n'a pas, en tout cas, quand tu parles de star, je ne sais pas si je parlerais du mot star, mais plutôt en tout cas de personnalité, Oui. euh, ces personnalités ne peuvent plus passer à côté du sujet. En 2019, c'est trop tard pour ne plus en parler, en fait. Là où avant, on était un peu en avance de phase, en 2019, 2020, et puis je pense qu'encore plus aujourd'hui, dans une période de crise
dans cette crise que l'on connaît, on peut plus faire l'autruche. Donc, je pense que ces célébrités, effectivement, en tout cas certains, je ne parle pas d'un Nicolas Hulot qui porte le sujet depuis tellement d'années, mais d'autres savent qu'ils ont également un rôle assez important, puisque ce sont des personnes qui influencent énormément d'acteurs. Et je pense que beaucoup d'entre eux ont pris conscience que le fait d'avoir une voix qui porte leur donnait aussi une responsabilité. Et de venir à un événement comme Change Now et de prendre la parole, pour eux, quelque part, leur donne un rôle qui est assez important. Et je pense que c'est en cela qu'ils ont voulu aussi apporter leur propre pierre à l'édifice, qui était de dire, voilà, je vais être en lien avec un écosystème d'acteurs, voilà, de personnes qui… Voilà, c'est une chose d'aller au World Economic Forum et d'être en lien avec une élite, évidemment, des sphères privées et publiques. C'est une autre d'aller à un événement où là, on est entouré de gens en tout cas de personnes qui en fait dans leur quotidien en fait vivent ces sujets et œuvrent, voilà, chaque jour pour changer les lignes. Et donc c'est ce contact avec des innovateurs, vraiment ces entrepreneurs, ces activistes entre guillemets, mais c'est en tout cas ces personnes qui viennent de la société civile. Au final, c'est un événement très, on appelle ça bottom-up, en tout cas en anglais, les grassroots. C'est donc un événement qui est porté par la société civile. Je pense que c'est ce contact avec en tout cas des personnes voilà, du monde absolument accessible et que l'on peut rencontrer un peu partout, hein, et que des sphères associatives, privées, que ce soit des personnes dans le monde des arts, du cinéma, de la tech, du digital, de l'environnement et d'autres. En tout cas, toutes ces personnes-là qui sont réunies autour de cette vision qui est qu'on ne peut plus faire comme si de rien n'était et on peut tous agir. Je pense que c'est ce contact-là que aussi ces personnalités aussi recherchaient, et le fait de sentir que leur message porterait à une audience de personnes qui sont déjà dans le truc. Et voilà. Donc, mais moi, j'ai bien compris le côté hyper vertueux et l'ambition de départ, qui était en gros de mettre tous les gens qui avaient des compétences quelquefois dans un même lieu pour créer la vertu et de l'impact positif. Mais aujourd'hui, si tu devais regarder un peu en arrière et même regarder devant toi, c'était quoi les clés de succès? À part avoir un bon phasing, je ne pense pas qu'il y ait qu'une histoire de temps. Alors après, c'est ce qu'on appelle… c'est de l'éditorial. En fait, je pense qu'il y avait une importance d'avoir c'était très important d'avoir un ton qui rassemble. Et comme j'en ai parlé un peu plus tôt, on avait jusqu'à présent des discours qui étaient, on va dire, qui sont fort à propos, les discours de lanceurs d'alerte et on va dire qui est un peu le ton, on va dire, engagé depuis un grand nombre d'années sur le sujet de l'environnement, hein, porté par les scientifiques et d'autres sphères voilà, de l'univers de l'écologie. En tout cas, c'est important d'être là pour montrer qu'il y a un problème et d'avoir un discours de lanceur d'alerte. Et donc, ce discours-là, il aide à la prise de conscience. Le problème, c'est qu'il manquait un discours qui aide au passage à l'action. Et en fait, ce discours-là, c'était important qu'il soit un peu plus moderne et surtout qu'il soit positif et qu'il soit rassembleur et qu'il montre qu'en fait, il y a des possibilités. Oui, c'est vrai qu'on a des enjeux qui sont colossaux. Mais si on parle, voilà, on ne peut pas juste parler de fin du monde. En fait, à un moment donné, il faut aussi qu'on rende ce discours actionnable par des actions du quotidien et qu'on donne aussi envie à tout à chacun d'agir et de mettre sa pierre à l'édifice. Et donc, la volonté de Change Now, et donc c'est pour ça qu'on parle de Heroes of Change, c'est de dire, en fait, on est tous des héros du changement. Et de rendre, en fait, ce ne sont pas que les boy and slat, les héros du changement. C'est tous. C'est moi qui suis… c'est moi qui suis codeur et qui vais aussi commencer à poser des questions sur la manière dont aussi mon code peut demain avoir moins d'impact digital, parce qu'on sait que la pollution digitale, c'est un énorme sujet qui est en train de monter. C'est peut-être regarder moins de séries Netflix, c'est peut-être
c'est moi qui suis dans mon entreprise et qui vais aussi influencer pour qu'on change justement, qu'on limite l'usage de plastique ou qu'on travaille avec des associations comme One Person for the Planet qui visent à reverser 1% des revenus d'entreprise à des actions, à des organisations justement qui œuvrent sur le sujet. Enfin, bref, tout un tas d'actions qui font qu'on peut chacun en fait avoir un rôle assez clair à jouer. Et le lieu de Change Now est un lieu dans lequel en fait on va découvrir toutes ces initiatives, toutes ces actions qui existent aujourd'hui, avec lesquelles on peut chacun être en lien selon ses propres sensibilités, parce qu'il n'y a pas que l'économie circulaire, il n'y a pas que le sujet du plastique et des océans, il y en a 1000 des sujets sur lesquels il faut œuvrer, liés à la santé, liés à l'éducation, liés à la biodiversité, liés au sujet d'intégration sociale, fracture sociale et d'autres, enfin, de diversité. Et donc, le propos de Change Now était de rassembler toutes ces actions et de leur donner en fait un écho plus important, justement parce qu'elles sont rassemblées au même endroit, ensemble, et que par ce rassemblement, on leur donne dans un lieu en plus emblématique et avec les acteurs qu'on connaît qui sont présents, on leur donne vraiment une échelle. En fait, on a un rôle d'amplification, si vous voulez. Et alors, quels sont les projets fous et l'avenir que tu vois à Change Now? De quoi tu as envie maintenant? C'est une très bonne question. Nous, de quoi j'ai envie? Le prochain, déjà, organiser Le prochain, déjà, on travaille. De quoi j'ai envie? J'aimerais effectivement sur cette prochaine édition en 2021, on est une année où on vient de vivre là 10 mois depuis mars dernier, je pense assez difficile et bon, je pense qu'on a tous envie d'en sortir, on a tous envie de se rassembler, on a tous envie de se revoir dans le monde réel. Et je pense que mon envie, elle est toute simple, c'est que déjà dans quelques mois, on puisse se retrouver de manière on va dire un peu plus libre et moins dans la peur, justement, je pense qu'avec les campagnes de vaccination et, euh, et tous les tests qui existent aujourd'hui, on sera capable, avec les gestes barrières, de se retrouver dans des événements et en tout cas d'interagir dans le monde réel, parce que je pense qu'on est tous un petit peu fatigués du digital actuellement et des Zooms. et, je pense qu'on a tous besoin de liens. Ça fait partie de la nature humaine. Donc voilà, moi aujourd'hui, mon envie, c'est celle-ci, c'est qu'on puisse bientôt tous se retrouver. Donc effectivement, on prépare un événement toujours on va dire d'une certaine taille fin mai, mais évidemment avec des dispositifs digitaux assez importants qui nous permettront à tous de suivre évidemment le contenu de l'événement à distance, mais comme on le sait, la distance ne remplace pas les rencontres qu'on peut faire dans le monde réel et nos événements l'ont montré précédemment. Et puis surtout, ce dont je rêve, c'est que en fait, demain, notre sommet, il devienne presque, en tout cas que Change Now, en fait, qu'on devienne presque inutile, parce que nous, notre mission était de rendre vraiment ce sujet incontournable et en tout cas qu'il devienne un standard et que en fait demain toutes les entreprises qui se créent soient des entreprises à mission quelque part. C'est aussi ça notre propos et je pense qu'on en parle souvent avec des directions RSE dans les entreprises, c'est que je pense que le futur de la RSE, c'est qu'elle disparaisse. Ça devient la norme. Quelque part. Voilà, qu'elle devienne la norme. Et donc, je pense que notre futur aussi à nous, c'est qu'on devienne inutile parce que, en fait, c'est une fois que les sujets auront été vraiment, une fois que la prise de conscience aura été complètement généralisée et que le passage à l'action aussi sera devenu une sorte de norme, est-ce qu'on aura vraiment besoin de starifier ces entrepreneurs du changement? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, c'est ça mon ambition pour demain et après-demain, et qu'on évolue aussi vers d'autres formats et qu'on continue de faire en sorte que l'écosystème explose. Voilà, en tout cas, sachez que ça, c'est la vision à plus long terme.
à plus court terme, moi, j'espère qu'on pourra se voir très bientôt dans la vraie vie. Voilà. Le 27 mai, Oui. au Grand Palais, en tout cas. Exactement, donc c'est du 27 au 29 mai au Grand Palais éphémère, donc sur le Champ de Mars. Comme on sera sur les beaux jours, on a aussi une très belle programmation culturelle, artistique, cinématographique prévue sur le Champ de Mars et dans des lieux à proximité, puisqu'on aura d'autres événements qui auront lieu également au premier étage de la Tour Eiffel, au dernier étage de l'UNESCO et à l'école militaire. Donc c'est voilà, on aura de belles, très très beaux événements. C'est un sommet qui va petit à petit conquérir Paris. Et donc cette année, voilà, on va dépasser le cadre des murs du Grand Palais éphémère pour aussi avoir beaucoup de contenu hors les murs. Et voilà, on prépare quelques annonces. Là, je ne peux pas vous en dire plus. Malheureusement, cette date, mais dans quelques jours, vous verrez, notamment côté culturel, puisqu'on va on va beaucoup travailler dans le monde des arts cette année aussi pour continuer aussi à travailler sur ces récits. Et le milieu artistique est un formidable écosystème aussi, justement, qui peut faire passer des messages. Et on va aussi contribuer à faire évoluer le milieu de l'art, justement, vers ces sujets et qu'il puisse porter ces thèmes de manière plus importante. Donc voilà, vous verrez, il y aura quelques annonces qui vont être faites dans les prochains jours là-dessus, assez excitantes. Et puis voilà, et peut-être qu'on peut aussi ouvrir aux questions, parce que j'ai beaucoup parlé et en général, quand je commence, je ne m'arrête plus, mais je suis ravi aussi de répondre à des questions si certains d'entre vous en ont. En fait, on t'a posé les questions au fur et à mesure qu'elles apparaissaient dans le Messenger. Moi, en tout cas, je voulais te remercier. Je suis ravie de ce moment. Je suis ravie que tu aies pris le temps de venir nous voir et de nous présenter un peu ce parcours qui est exemplaire et inspirant. On se retrouve avec Luce mardi prochain pour parler avec Aurélien Descamps de la Cage School et comment est-ce que par l'éducation, on est vecteur de changement aussi. Merci beaucoup, Kevin. Merci, et Kevin. à très vite. Ouais, merci beaucoup à vous tous et merci pour l'invitation encore une fois. Au revoir.